Bonjour à tous, désolé pour le retard accusé ce matin dans le démarrage de votre émission. Dans le menu de votre matinale ce matin, le débat qu'on fera autour donc du commentaire de Franck Aono qui porte sur la dictée. Il y a un imbroglio total, notamment au niveau donc du département du littoral. La directrice qui décide de réinstaurer cet exercice matinal avant de revenir sur sa décision pour, ma foi, l'annuler et désormais donc plus de dictée matinale au niveau donc des cours moyens première et deuxième année. On en parlera. On parlera avec au téléphone le maire de la commune de Sakété. Avec lui, on découvrira un peu les potentialités de développement de cette commune-là et pourquoi justement elle est si mal connue. Dans la deuxième partie toujours de votre émission, on aura un invité, lui, spécialiste des questions internationales. Il nous parlera de la situation sur la bande de Gaza actuellement. Il pleut là-bas des bombes et des balles depuis quelques jours. Vous le savez, quelle lecture peut-on en faire depuis justement le continent africain? C'est ce que nous allons découvrir au menu donc d'Actu Matin ce matin. Merci de nous avoir rejoints. On va faire une pause rapidement, le temps de vous revenir pour la une des journaux dans un instant. Nous sommes donc au premier escale de votre rendez-vous ce matin avec la une des journaux. On va ouvrir comme à notre habitude avec Fraternité qui nous propose justement la thématique que j'ai évoquée tout à l'heure. La question donc de la dictée qui pose un petit souci notamment au niveau donc... je dois dire du département de l'Atlantique, dictée matinale dans les écoles, une décision salutaire qui passe malheureusement à la trappe. Stade général Mathieu Kéréko, un déclassement de la FIFA révélateur d'un petit souci. Et puis premier gros dossier en tout cas du nouveau ministre Benoît Dato. Vous avez le nouveau visage, le nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Louis Vlavonou satisfait mais exigeant sur les délais de livraison. Nous allons passer à Matin libre, la croix des enfants de président. C'est la manchette de Matin libre ce matin qui nous parle là de politique nationale avec les photos, je dois dire, de Léadi Soglo et de Chabi Yayi pour parler un peu de la situation assez compliquée dans l'opinion publique, surtout pour cette perception que l'opinion publique a de leur position sur la scène politique. Eric Orundete sur RFI, il faut revoir les lois électorales, a proposé donc le vice-président du parti Les Démocrates. La Nation, premier forum panafricain des métiers du numérique, Cotonou, capitale du digital et de la tech. Ainsi donc se résume le titre la manchette du journal de service public ce matin. Tenue effective du 43e congrès de l'IMF à Cotonou. Nous sommes là avec l'événement du jour. Un pari gagné pour le maire Luc, s'est-on dit, à Tropo. L'économiste, rapport d'activité annuel au titre de 2022, le bilan de la CDC Bénin consolidé. Et puis l'affiche du jour en visite sur le chantier de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, très préoccupé par le respect des délais contractuels. Le chasseur info, école primaire publique et privée, la dédempe du littoral déchire en griffe donc sa note sur la dictée matinale. Alphonsine Gansa découvre l'inopportunité et l'illégalité de sa note de 2 poids à 2 mesures. Nous sommes là avec la boussole maintenant, violation de la loi sur le numérique. La criette dépose Alpha Yarakene en prison. Nous passons maintenant à notre quotidien. Le Béninois libéré précisément après le congrès ordinaire des démocrates. Rundete parle de Yayi, talon et du 3e mandat. Le Télégramme lutte contre les stupéfiants, 1804 boules de cannabis d'un poids total de 931,600 kg saisis.
sur les côtes du Bénin. Nous voici de retour à la une de Fraternité, dictée matinale dans les écoles. Une décision salutaire passe à la trappe. Stade général Mathieu Kérékou, un déclassement de la FIFA révélateur. Un premier gros dossier du nouveau ministre Benoît Dato, nouveau siège de l'Assemblée nationale. Louis Vlafono satisfait mais exigence sur le délai de livraison. Justement, parlant de siège et donc d'infrastructure, vous le savez, la polémique a commencé depuis la semaine écoulée avec cette information du déclassement du stade du général Mathieu Kérékou. C'est un premier gros dossier, pense Fraternité, à ce propos qui affiche ici les deux images, celle du ministre le tout nouveau Dato des Sports et celle du stade général Mathieu Kérékou, pour révéler que c'est un premier gros dossier qui attend donc le patron des sports. Et puis cette décision donc rapidement rapportée de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral. Fraternité pense que c'est une décision salutaire que de réinstaurer la dictée matinale, mais malheureusement une décision qui n'aura pas fait long feu. Rapidement rapporté, mais c'est donc déplorable à constater. Fraternité qui nous propose justement quelques éléments assez importants qui rappellent cette belle époque où la dictée prévalait, nostalgie de la dictée matinale, face à la déconfiture qui s'observe aussi bien dans le rang des apprenants que des cadres actuels. Il était impérieux de recourir à une ancienne méthode qui s'était révélée assez efficace. La dictée matinale, par définition, c'est un exercice consistant en un test lu à haute voix qui doit être transcrit selon les règles de l'orthographe. Cet exercice vise à renforcer les compétences en orthographe, en grammaire et en syntaxe, en exposant régulièrement les apprenants à des mots et des structures de phrases correctes. Mais malheureusement, il faut bien revenir là-dessus. À la page 2 de Fraternité ce matin, vous avez l'intégralité des décisions prises par le Conseil des ministres d'hier. Vous savez, le gouvernement s'est réuni hier mercredi avec, je dois dire, quelques décisions fortes. L'acquisition de 17 équipements motorisés annoncés par exemple au profit du groupement national des sapeurs-pompiers. En tout cas, c'est l'élément qui a intéressé Fraternité, qui a mis un zoom là-dessus. Achetez donc le journal et intéressez-vous à la page 8 et 9. Vous avez l'actualité à l'international, précisément en Afrique, par exemple, avec cet écho de N'Djamena, où là-bas deux ministres ont été obligés de démissionner parce que justement quelques photos et vidéos de leur intimité s'étaient retrouvées sur les réseaux sociaux. Les deux ministres s'étaient livrés à quelques 16 tapes. Fraternité vous en parle ce matin dans sa parution. En visite à Tel Aviv, Joe Biden apporte le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Justement là-bas, il pleut des bombes et il siffle des balles. Vous le savez, achetez Fraternité et informez-vous davantage. Si vous voulez vous informer davantage sur l'actualité au Bénin, restez devant Canal 3 Bénin. C'est la télévision par référence quand on est à Cotonou. Et les matins, vous avez droit à votre matinale, Actu Matin, qui vous ouvre une fenêtre sur les images qui rappellent l'actualité du Bénin. Et cela s'appelle le bulletin d'information. Quand on est jeudi, c'est une commandante qui est présente, Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans les titres de votre bulletin d'information à découvrir, 8 préfectures de département du Bénin dotées désormais de matériel roulant. C'était hier à Cotonou, le geste émane du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Objectif, faciliter la mobilité des équipes préfectorales. À suivre également dans votre bulletin d'information les images du lancement de la foire des produits locaux organisés dans le cadre du mois du consommateur local. C'est l'agence territoriale de développement ATDA 7 qui accueille la rencontre depuis ce mercredi. Ça va aller jusqu'au dimanche prochain. Son objectif est de promouvoir les produits made in Bénin. Voici le bulletin.
Et en attendant d'avoir donc le maire de Sakété au téléphone, on commence déjà par parler décentralisation en ouvrant ce bulletin de l'information. Bonne nouvelle pour 8 préfets de nos départements répartis hier avec chacun un véhicule flambant neuf. Oui, Tanguy, le geste vient du ministère de la décentralisation et vise à faciliter la mobilité des équipes préfectorales. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée hier dans l'enceinte du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les précisions avec Wahab Alikbara et Elvis Tonoukouen. Les problèmes de mobilité des équipes préfectorales sur le terrain trouvent petitement solution à travers cette remise symbolique des clés de ces véhicules flambant neufs. 8 au total pour cette première vague s'inscrivant dans l'exécution progressive du programme d'action du gouvernement, notamment le programme de réhabilitation et d'équipement des préfectures. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous remettre quelques véhicules pour vous appuyer dans votre rôle de tutelle, surtout en matière d'assistance, conseil aux communes, dans le contexte que vous connaissez, marqué par, disons, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, où les communes sont vraiment sujettes à une période, disons, particulière, compte tenu des acteurs nouveaux introduits par la réforme. Et donc vous serez beaucoup sollicités. Et dans ce cadre, il vous faut beaucoup plus de moyens. Et je pense que cela participe à cela. Comme vous savez, c'est l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, AGLO, qui nous a donné ces équipements, en tout cas qui est chargé de planifier la mise à disposition de ces matériels et de suivre aussi leur entretien et maintenance. Donc, en cas de pépin, n'hésitez pas à contacter AGLO pour que la maintenance soit faite dans les règles de l'art. Le geste vient à point faciliter l'accomplissement des missions dévolues aux préfets de nos départements. Pour les bénéficiaires qui s'engagent à en faire bon usage, il s'agit d'un soulagement. Le sentiment qui m'anime et qui anime mes collègues préfets et moi, c'est un sentiment d'enthousiasme. Et je suis très heureuse de recevoir ce matériel roulant qui est mis à notre disposition. Et je pense fortement que cela pourra nous permettre de jouer efficacement notre rôle d'assistance conseil dans les communes. Les problèmes de déplacement sont en train d'être amoindris et c'est le lieu de remercier le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon et tous les membres du gouvernement en général et en particulier le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, notre ministre de tutelle, pour avoir mis à notre disposition ou à la disposition de nos préfectures respectives et ce matériel. Nous remercions aussi AGLO pour toutes les diligences qui ont été accomplies. Les préfets bénéficiaires sont repartis avec la promesse d'apporter un plus à ce qui se fait déjà sur leur territoire de compétence. Allons maintenant à Abomey-Calavi où la créativité, le savoir-faire des artisans et producteurs béninois sont mis en valeur depuis hier. La foire des produits locaux dans le cadre du mois du consommé local a été lancée à l'Agence territoriale de développement agricole ATDA7. Elle s'inscrit dans la dynamique de promotion des produits made in Bénin durant le mois d'octobre initié par le gouvernement depuis 3 ans déjà. Le lancement officiel en bref avec William Criquin. Le Bénin abrite cette année la foire régionale du mois d'octobre pour le consommé local édition numéro 4 de l'UEMOA. À la suite de cette initiative sous-régionale, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'appuie sur le pôle 7 de l'Agence territoriale de développement agricole pour délocaliser le mois du consommé local une toute première fois hors de Cotonou. La production locale du Bénin étant dominée à plus de 70% par le secteur agricole, une place de choix est accordée à ces produits pour le compte des expositions. Cet événement du Consommons 229 est donc pour nous une opportunité de faire la promotion des produits agricoles et au-delà des produits agricoles, de tous les produits fabriqués au Bénin,
dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie et du commerce. Cet événement se voit être un espace d'exposition, de vente des produits locaux, de la mise en place de stands, d'organisation de caravanes et des activités professionnelles, des panels, mais également un focus sur le prêt à consommer du 100% local. Cette année, la thématique « Se nourrir, se loger et se vêtir, prêt à consommer 100% local » sera au cœur de nos actions. Au cours des 5 jours à venir, nous allons vous éblouir avec des expositions mettant en lumière la richesse et la diversité de l'économie et de la production béninoise. L'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral et plusieurs députés à l'Assemblée nationale ont salué cette initiative de promotion de la production locale. C'est un grand marché interdépartemental du 100% Made in Bénin qui s'anime ainsi 5 jours durant. La seule alternative pour un pays d'être indépendant est celle de l'agriculture qui permet d'avoir des produits agricoles et l'industrie permet leur transformation avant leur commercialisation pour satisfaire les besoins des consommateurs et aussi pour soutenir l'économie locale et par ricochet développer le pays. La promotion de la transformation de nos produits locaux contribue également à la sécurité alimentaire dans notre pays. C'est pour cela que je nous exhorte à changer nos habitudes de consommation en consommant ce que nous produisons. Décider de consommer local, c'est faire le choix d'une alimentation responsable. Les autorités administratives et politiques ont visité les stands d'exposition des différents produits. La foire se tient jusqu'au dimanche 22 octobre prochain. Oui, ok. Maintenant, donnez-nous. En image, maintenant, les acteurs des agences territoriales de développement agricole, pôle 2 et 4 et les directeurs départementaux de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Bogou, de la Donga et des collines sont désormais outillés sur le programme Approche communale pour le marché agricole ACMA phase 2. Ils ont été formés sur les objectifs et missions de ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas. C'était mardi dernier à Parakou. Retour maintenant à Cotonou pour faire le point de cette séance d'échange entre les membres du Creuset Initiative Jeunesse et Développement et les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur. L'initiative vise à présenter aux jeunes les programmes mis en place par le gouvernement en vue de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Reportage. Votre salaire, ce n'est pas une allocation. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi et le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement sont vulgarisés dans cette salle devant une foule d'étudiants venus de plusieurs établissements privés d'enseignement supérieur et des responsables des 10 établissements. Le mode de fonctionnement et les bénéfices de ces solutions phares du gouvernement dédiées à la lutte contre le sous-emploi et le chômage des jeunes sont exposés. De s'inscrire sur cette plateforme et d'exprimer le besoin et rentrer dans une base de données. Et c'est de cette base de données. L'occasion a également été saisie par les initiateurs pour tourner les projecteurs sur d'autres réalisations du pouvoir en place dans les domaines éducatifs, sportifs et sociaux, mais aussi sensibiliser les jeunes sur quelques valeurs devant guider leur carrière professionnelle. Dans les 4 départements du Nord, le gouvernement aujourd'hui a un projet qu'on appelle Cash Plus Care. Le projet Cash Plus Care vise à maintenir les jeunes filles à l'école. Nous avons l'amour de la patrie. Et là j'aborde la deuxième valeur, la deuxième grande valeur. L'amour de la patrie. Si vous voulez construire votre pays, si vous voulez développer votre pays, et que vous n'avez pas l'amour pour votre pays, vous ne pouvez pas y arriver. Donc, après la vision, il faut vraiment que l'amour de la patrie vous accompagne. Les responsables d'établissement ont surfé sur cette séance d'échange pour porter à la connaissance du premier secrétaire adjoint du gouvernement et sa délégation une poignée de difficultés propres au secteur de l'enseignement supérieur au Bénin.
L'examen national, ça a fait son bruit, nous l'avons supporté, nous l'avons fait. Mais à la date d'aujourd'hui, lorsqu'on veut le développement, lorsqu'on veut la performance, lorsqu'on veut la qualité, lorsqu'on veut la beauté, est-ce qu'il ne nous faudra pas dire cet examen que nous avons adopté, qu'il faut qu'on l'évalue? Les étudiants expriment leur satisfaction. Il y avait des projets, des programmes dont je ne connaissais pas et que j'ai connu aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être aller sur ces projets et ces programmes pour vérifier. Ça nous a permis d'apprendre de nouvelles choses, de nous renseigner sur tous les programmes que le gouvernement a prévus pour nous, pour mieux nous insérer dans le monde de l'emploi. Cette séance de travail intervient quelques mois seulement après les tournées effectuées par la ministre en charge de l'enseignement supérieur dans les établissements privés. Ainsi s'achève cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Ingrid, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, vous verrez par ici Wahab Ali Para. Mesdames et messieurs, voici les sports. Nous voici donc pour le rendez-vous des sports. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, donc, on a un invité, Prosper Vondienko. Je m'en suis sorti? Oui, très bien même. Dites-moi bravo. Bravo Tanguy. Chers confrères, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'actu matin. On aura discuté tout à l'heure du démarrage du championnat national de football. Ça va être le week-end prochain. Mais déjà, quelques notes d'informations rapidement. Oui, Tanguy, on va parler bien sûr de l'équipe féminine de football qui va disputer très bientôt le deuxième tour pour ses éliminatoires des Jeux Olympiques. On parle de l'équipe féminine Espoir qui va démarrer donc son stage très incessamment. Et Prosper Vondienko, bonjour. Allez Mouni, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. On fera le point du football béninois en général, partant bien sûr des équipes féminines au championnat national masculin. Alors, pour commencer, on va donc préciser que les Amazones olympiques du Bénin, comme je le disais, défient le vendredi 27 octobre prochain les Black Starlets du Ghana dans la même catégorie. C'est dans le cadre des rencontres du deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques de Paris 2024. À quelques jours de la rencontre, la sélectionneur de l'équipe nationale Immaculée Agbakou a dévoilé hier en conférence de presse une liste de 25 joueuses convoquées pour ce rendez-vous, une liste sur laquelle figurent de nouvelles têtes comme Germaine Honfort qui a fait récemment ses débuts avec la sélection junior des dames du Bénin. Nous allons suivre ici les propos de la sélectionneur qui aborde quelques aspects de son équipe. C'est difficile mais pas impossible. Nous aurons le temps quand même de nous affûter et motiver ces joueuses qui vont au front à donner le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, elles-mêmes, elles ont envie. Elles ont envie de passer cette étape pour ne pas être tout le temps éliminées des compétitions. Quant à Germaine Honfort, c'est une pépite. Elle a fini meilleure buteuse de la D2 de cette saison. Elle a eu sa chance avec la sélection U20 au Sénégal. Vous avez constaté, elle est entrée en deuxième mi-temps. Ici, compte tenu de ce qu'elle a produit là-bas, elle a eu la chance d'être titulaire. Donc le tout dépendra de ce qu'elle va pouvoir produire lors des séances d'entraînement. On a prévu un match amical. C'est en fonction du rendement de la joueuse qu'on saura si elle aura des minutes ou pas. Nous avons une idée de l'équipe ghanéenne. Nous avons analysé ces deux derniers matchs contre le Rwanda, qui s'est soldé par 12 buts à 0 au score cumulé. Ça nous a permis d'étudier un peu leur jeu. En fonction de ça, mon second et moi, le coach Frédéric, nous avons quand même déjà préparé des séances en fonction. Le reste, le terrain va commander. Le discours est toujours motivateur. Et puis j'avoue que ces filles-là, aujourd'hui, ont aussi envie de prouver quelque chose. Parce qu'on ne va pas se le cacher, le football béninois aujourd'hui s'exporte. Et ces filles ont quand même envie, une fois revenues au pays, de prouver qu'elles veulent aller un peu plus haut à l'extérieur. Quand on va à une guerre,
il faut toujours y aller avec la grande confiance possible. Surtout que ceux qui vous entourent vous donnent la confiance qu'il faut. Et là, vous avez le coach Frédéric qui est là. Donc, le TMO qui est à côté de moi, vous qui êtes présent, vous me permettez d'être confiante. Merci. Vous l'avez bien entendu, là, à l'instant, la coach, sinon la sélectionneur de l'équipe féminine Espoir du Bénin, Germaine Immaculée Agbako, qui a dévoilé sa liste et qui reste bien sûr optimiste par rapport à la qualification probable de son équipe face au Black Stars du Ghana, Prosper. On a dit qu'on va aborder un peu voilà, cette actualité. On sait que très récemment, il y a l'équipe senior et l'équipe junior des moins de 20 ans, conduit bien entendu par Abdoulaye Ozero, qui sont sortis des éliminatoires, lors des éliminatoires pour les Jeux continentales et mondiales, bien entendu. Alors, dites-nous, vous restez optimiste comme la sélectionneur? Bien sûr, je pense que impossible n'est pas dans le sport, comme on le dit souvent. Béninois. On a vu, bon, dans le sport de façon générale, on a vu des petites équipes sorties de grandes équipes. On ne va pas revenir sur des exemples ici. Tout peut arriver dans le foot. Mais nous devons reconnaître que, quelque part, nous sommes un peu inférieurs à l'équipe que nous allons affronter, le Ghana, pour la simple raison que eux, ils ont démarré avant nous. Eux, ils sont un peu bien en avant sur nous. Donc, on est en quelque sorte l'une des petites équipes de la sous-région quand on parle de foot féminin. On est en train d'arriver. L'entraîneur parlait tout à l'heure du football béninois qui s'exporte petit à petit, ce qui est vrai. Mais on est encore loin de certaines équipes comme le Ghana, comme le Cameroun, qui ont une longueur d'avance quand on parle de foot féminin. Je pense qu'on a de quoi être optimiste, mais on ne va pas jeter la pierre à quelqu'un lorsqu'on sera éliminé parce qu'on sait que l'adversaire est d'un cran au-dessus de nous. Il faut être optimiste, il faut croire, mais le chemin est long, il faut le retenir. Mais pourtant, c'est ce qu'on constate parce que depuis un certain temps, juste après l'élimination de l'équipe junior, l'équipe senior et junior, on a l'impression que les gens, beaucoup de personnes essayent de généraliser et de montrer carrément que c'est le football béninois en général qui est en difficulté. Est-ce qu'il n'y a pas en fait lieu de faire la part des choses et de situer le foot féminin d'un côté et le foot masculin aussi? Non, les gens ont raison de le dire parce que toutes les équipes pratiquement sont éliminées dans leur aventure. Que ce soit masculine, équipe masculine comme féminine, on est éliminé à tous les niveaux. Depuis les U17 qui avaient tenté l'aventure, les U17 chez les femmes, qui avaient tenté l'aventure du mondial, Costa Rica. Après, il y a les U20 qui sont éliminés dans les seniors le combat, également, les seniors par la suite. Et l'équipe olympique a tenté quelque chose de positif. On a acclamé, on a applaudi. Chez les hommes, on est en train de subir pratiquement les mêmes déculottés dans les catégories d'âge, outre les U20 qui étaient à la CAN et qui nous ont montré quelque chose de bien. Après le tournoi de la francophonie, il y a des efforts perpétuels qui se font, mais cela n'empêche pas les critiques parce que nous sommes éliminés régulièrement. On peut bien faire la part des choses, oui, mais la logique, elle est là. Tout se passe de la même manière à tous les niveaux. Donc, il y a lieu de nous poser des questions, de retourner davantage au travail. Parce que peut-être ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas là du jour au lendemain. Les gens ont travaillé pour être là où ils sont aujourd'hui. Il faut qu'on croie en nous. Il faut qu'on continue le travail. Il faut que les efforts continuent. Et un jour, certainement, peut-être on va y arriver. Quand vous parlez bien sûr du travail, ça m'amène donc directement à parler du championnat national puisque ça fait partie voilà, de tout l'arsenal, je dirais, pour développer le football dans notre pays. Quand on tient compte de la reprise, ça s'annonce très bientôt pour la Ligue professionnelle du Bénin qui démarre donc le week-end prochain, ce samedi 21 octobre 2023. Alors, le timing pour vous, c'est bien? Non, non, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça dans les pays qui rêvent d'un foot de grande qualité. On ne peut pas avoir une pause de 4 mois après la fin d'un championnat, avant la reprise. Donc, entre la fin et la reprise, pratiquement 4 mois, c'est trop. On a fini ici, je crois, depuis mai, juin, on a fini le championnat ici. Et après, on s'est reposé jusqu'à après août, avant de reprendre la route des entraînements. Pour des équipes professionnelles, je pense que c'est trop. En Europe, les exemples que nous citons, qu'on a l'habitude de citer, on reprend pratiquement après 1 mois de vacances, après 1 mois et demi pratiquement de vacances, et puis on retourne au stade. C'est ça le professionnalisme en quelque sorte. Donc chez nous,
la pause, elle est longue et ça ne permet pas aux joueurs d'être performants. Vous ne pouvez pas vous reposer 4 mois, 3 mois sur une année et revenir avec la bonne forme. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ce cas? Est-ce qu'il faut avoir un calendrier fixe pour toutes les saisons? Oui, c'est possible parce qu'en Europe, pendant qu'une saison s'achève, on sait déjà avec beaucoup de précision la date de la reprise et ça ne glisse jamais. Donc chez nous ici, c'est pas le cas. Je pense que ce sont des choses à travailler. On est en train d'arriver petit à petit, mais ce sont des choses à travailler. On ne peut pas faire une longue pause comme ça. Et c'est d'ailleurs le format qui l'impose pratiquement. Vous avez à peine 18 journées dans la première partie. Après, on va faire la Super League Pro de 24 journées. C'est beaucoup, mais ça se fait en très peu de temps. Et puisqu'on ne démarre pas à l'heure, on ne démarre pas à temps, on est obligé de jouer 3 matchs par semaine. On joue dimanche, on joue mercredi, on rejoue samedi. C'est très proche. Ça ne donne pas la qualité nécessaire. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'efforts qu'on demande à nos joueurs. Je pense que... Et aux entraîneurs également, qui ont très peu de temps pour préparer les matchs. Voilà. M'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure formule? Non du tout. Et les dirigeants doivent le savoir. C'est pas la meilleure formule, ça ne se passe pas comme ça dans les pays qui nous entourent et qui font mieux que nous. Et donc si ces pays font mieux que nous, avec un format que nous connaissons tous, il faut tricher un peu. Ça fait la troisième année, hein, la troisième. C'est vrai qu'on voulait corriger un problème, on voulait régler un problème. Les acteurs, ça ne se parle plus correctement. Il n'y avait pas le langage commun qu'on souhaitait et on a voulu repartir sur une nouvelle base. Mais je pense que 1 année, 2 années et 3 années, c'est trop. C'est trop parce que on n'a pas les résultats qu'on veut. La preuve, nos clubs ne s'en sortent pas sur le continent. Dans les compétitions interclubs, nos clubs ne s'en sortent pas parce que nous n'avons pas la qualité. C'est vrai qu'on se renforce. Mais ce n'est pas à l'aide de ce format parce que pour ce qui concerne nos clubs à l'échiquier international, continental, ça date de très longtemps après cette époque, je dirais, un peu révolue, si je peux me permettre l'expression des Dragons de Lemay. Mais on aurait pu changer la donne. C'est pas parce qu'on a toujours échoué qu'on va toujours continuer à échouer. On aurait pu changer la donne si on prenait peut-être conscience des 3 années qui viennent de s'achever avant même ce format. Et l'année avant ce format, les 2 années de ce format, les résultats n'ont pas été forcément trop bons. Donc ça devait interpeller. On devait se poser la question de savoir mais qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger la donne. Mais je pense qu'on ne l'a pas fait. C'est pas un bon format parce que ça demande beaucoup d'efforts à nos clubs. Ça demande plus de durée et ça n'a pas d'objectif en quelque sorte. Vous ne pouvez pas évoluer dans un championnat où vous savez que quel que soit ce qui va se passer, à peine on va relever, vous jouez dans 4 zones, mais les gens ont l'assurance que c'est pas évident qu'on retourne en division inférieure. Ça se fait, oui, mais il n'y a pas d'objectif en quelque sorte, il n'y a pas de challenge et c'est des choses à revoir rapidement. Le format n'est pas bien. Autre aspect, il n'y a que quand une équipe quitte le championnat amateur directement, elle rebondit dans l'élite, puisqu'on va parler de l'élite, puisque c'est les 36 équipes jouent au haut niveau. Voilà, ici au Bénin, cette année, il y a 2 qui passent donc dans l'élite. On parle de l'équipe d'Abeille qui s'est qualifiée dans la zone nord et puis l'équipe d'Étoile Filante pour sa première fois, pour les 2 équipes bien entendu, qui vont se retrouver dans l'élite. En fait, ce rebond direct depuis le championnat amateur, est-ce que vous pensez que ces formations pourront bien s'en sortir? Quelles sont vos attentes par rapport à cette équipe? C'est une anomalie. Je pense que les acteurs prendront le temps de corriger cela. Vous ne pouvez pas quitter l'amateur et vous retrouver dans l'élite. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. On l'a vu, le cas de l'USB, le club de Baboni à Barako, oui, qui vient dans l'élite et qui retourne automatiquement. La preuve qu'on n'est pas forcément prêt, on n'a pas le niveau pour le faire. On a vu ces cas-là où on vient dans l'élite, mais on ne dit pas, c'est pas trop bien pour nous. Donc, il faut forcément passer par les étapes nécessaires. Il faut franchir les étapes qu'il faut. Ça devait passer par les étapes nécessaires. Donc, c'est une anomalie. On ne peut pas quitter l'amateur et se retrouver dans l'élite directement. On va aller très vite, puisqu'on n'a plus assez de temps. On va parler de la sanction des requins de l'Atlantique. Une équipe sanctionnée pour licenciement, disons, un peu plus abusif et puis aussi non-paiement d'indemnité comme recommandé par la FIFA. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette décision, c'est vrai qu'on ne va pas vraiment l'interpréter ou bien la critiquer, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il fallait pour pouvoir changer les choses vu l'écosystème de football, du sportif, je dirais, béninois en général? Oui, il faut amener les gens
à se respecter d'abord et puis à respecter les autres. Donc, un contrat de travail doit demeurer un contrat de travail. Ce n'est pas parce que c'est l'employé qui est patron que tout va se faire comme... Non, il faut aller à la professionnalisation. Il faut apprendre à faire les choses comme cela se doit. Et je pense que ça fait pratiquement 2 clubs qui sont dans ça. Voilà, il y a Béké aussi, absolument, de Bemberek, qui est passé par là. Il y a Ofmas, on en parle depuis quelques jours, et puis Requin. Donc je pense que c'est le professionnalisme qui l'impose. Il faut que les gens aille désormais à l'école du professionnalisme. On ne se lève pas, on ne se fait pas passer pour celui qui connaît tout. Je pense qu'il faut aller à l'école du papier aujourd'hui, malheureusement. Donc, les contrats doivent demeurer les contrats. Il faut que les gens apprennent à ne pas se faire piéger régulièrement par ces cas. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre mot de fin sera de vous prononcer sur l'équipe nationale senior qui a joué 2 matchs pour ces fenêtres de la FIFA. Un match nul face à l'équipe de la Sierra Leone et puis la défaite face au Madagascar. À votre avis, ça augure d'un bon lendemain pour les Jeux de 2026? Ça va être compliqué et je pense que c'est l'entraîneur qui a raison quand il dit qu'on n'a pas les joueurs qu'il faut pour les grandes compétitions. Il a dit, nos joueurs ne jouent pas à l'extérieur, c'est compliqué, tout ça réuni. Et donc, on est interpellé. Il faut revoir tout à tous les niveaux. Il faut voir comment il faut faire pour que nous puissions avoir des joueurs de qualité pour aller au front. Sinon, actuellement, nos joueurs, même dans les clubs en Europe, ils n'ont pas de temps de jeu et c'est pas évident qu'ils viennent donner quelque chose. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, c'est le moment de demander à nos dirigeants de reformer les choses et de poser tranquillement les bases au niveau du local pour avoir des joueurs qu'il faut afin d'étoffer l'équipe nationale. Merci beaucoup Prosper. Quand je rappelle que vous êtes journaliste sportif béninois, merci d'avoir accepté notre invitation, Tanguy. Merci beaucoup à vous. Absolument, vous m'en avez pris bien de nombreuses minutes ce matin. Merci, mais bon, je vous renvoie rapidement à vos occupations de la journée. Et Ali, ça va être lundi prochain qu'on va se voir. Bonne journée. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, le maire de la commune de Sakété est déjà en ligne. Voici donc l'instant décentralisation. Le maire de la commune de Sakété, c'est Nestor Idou, qui est déjà en ligne. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone ce matin depuis votre commune, je rappelle, à Sakété. Monsieur le maire, la commune de Sakété est coincée entre plusieurs, même si elle annonce par ailleurs, je dois dire, le département du Plateau, mais elle est très peu visible. On la traverse assez rapidement. C'est à peine si on s'en rend compte quand on est sur la route inter-État là-bas. Pourquoi Sakété, qui est quand même une grande commune culturelle et agricole aussi, est si peu connue, monsieur le maire? Oui, monsieur le journaliste, je peux vous le dire, Sakété n'est pas si invisible. Sakété est une commune telle que vous l'avez dit, située au sud du Bénin, à l'est de notre pays, qui est limitrophe avec les communes de Adiawere, les communes de Ifoigny, les communes de Avrancourt et une grande partie de notre géant de l'Est qui est le Nigeria. Donc Sakété est une commune touristique, tel que vous l'avez dit, et de personnes au Bénin, surtout ceux qui écoutent les actualités. Quand on parle de la festivité Oro, Sakété est véritablement indiqué. Et lorsque on fait cette festivité de Oro, ça draine beaucoup de milliers de personnes. Sakété est connu également pour les festivités de Egungun. À Sakété, nous avons des forêts touristiques qu'on peut visiter. Il y a un circuit qui est en cours d'élaboration actuellement pour visiter les circuits touristiques tels que le marigot de Yansa, la forêt classée de Roumain, les forêts sacrées que nous avons de certains courants. Donc, Sakété est une commune touristique avec ces réalités endogènes que je viens de citer. On en parlera tout à l'heure, oui. Des atouts agricoles qui font parler de Sakété aujourd'hui de par le monde. Sakété au Bénin est la première commune productrice de palmiers à huile, tout le monde le sait. Et aujourd'hui, Sakété est la seule commune au Bénin qui est précurseur de la culture du poivre. Pour ceci, nous avons reçu beaucoup de délégations nationales et étrangères. Il y a de cela quelques jours seulement, nous avons reçu l'ambassadeur de la France près de Bénin avec le directeur de l'AFD pour venir
et prendre connaissance de notre expérience que nous sommes en train de faire dans la culture du poivre. Donc aujourd'hui, Sakété n'est pas si invisible tel que vous l'avez dit. On dit qu'on le travaille si rapidement, mais ce n'est pas prendre en compte que déjà lorsque vous amorcez la descente du Tacon, vous êtes déjà dans Sakété et vous traversez toutes ces distances jusqu'à aller à Itadiabou, tout ça c'est dans Sakété. Sakété ne se limite pas au centre-ville tel que vous le pensez. Alors monsieur le maire, Sakété quand même souffre des mêmes problèmes qu'on connaît à toutes les communes du Bénin, la question des voies d'accès. Elle fait frontière, vous l'avez souligné tout à l'heure, avec le Nigeria d'un côté, à Djawere d'un autre, mais ne peut franchement pas écouler ses produits sur ces deux destinations qui quand même sont assez intéressantes pour Sakété, notamment avec le marché d'Ipilé, par exemple, un grand marché de référence dans la région, et même l'ouverture sur le Nigeria. À cause des voiles, les populations n'arrivent pas à écouler leurs produits. Et effectivement, vous l'avez dit, Sakété est une commune purement agricole, et malgré les efforts que font que ce soit le gouvernement et la mairie de Sakété, ces défis restent à relever. Nos populations, après la production de leurs produits, doivent les convoyer au marché. Donc, beaucoup de pistes ne sont pas praticables. Nous faisons des efforts dans ce sens-là. Également, le grand marché du Nigeria, qui est pour nous une opportunité, avoir une voie bitumée qui quitte Sakété pour déboucher à la frontière du Nigeria est un grand atout. Nous sommes conscients de cela. Nous l'avons déjà souligné plusieurs reprises aux autorités supérieures et je pense que les démarches sont en cours pour véritablement désenclaver Sakété et le relier à notre géant de l'Est pour véritablement profiter de façon massive et à cette opportunité que ce marché représente pour nous. Bon, même si elle ne peut pas écouler ses produits sur les deux destinations, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, Sakété ne peut pas non plus se proposer à elle-même ses propres produits, puisque le marché qui est là n'est pas si attrayant et les usagers s'en plaignent aussi, hein, monsieur le maire. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous prenons la commune de Sakété aujourd'hui, nous avons deux grands marchés qui s'animent très bien. Le marché de Tacon, qui est au bord de la voie Interita et Porte-Nouveau au Québec, et qui s'anime tous les 3 jours. Donc ce marché accueille les produits agricoles au niveau intérieur, ceux qui sont dans les arrondissements périphériques. Et en plus de ce marché qui est bien situé, nous avons aussi le marché d'Itadiabou, qui est situé également à côté de la voie Interita et Porte-Nouveau au Québec. Et ces deux marchés s'attellent dans leur animation. Et effectivement, à Sakété Centre, nous avons un marché qui est un peu en profondeur. Mais en plus de ça, nous avons un marché à la montée de Waï que nous sommes en train d'aménager également pour permettre à ce que ceux qui sont au centre et de façon alternative également, ces marchés puissent animer et permettre l'écoulement des produits intérieurs. Et bien même, quand bien même les voies ne sont pas si praticables, les commerçants du Nigeria ne cessent également de venir sur nos marchés pour payer leurs produits. Donc il y a ces conditions qui sont là et nous travaillons à ce que ces marchés s'animent davantage. En préparant cet entretien, monsieur le maire, j'ai appelé sur place hier quelques personnes, notamment qui fréquentent un peu la gare routière, qui se plaignaient aussi de l'état de la gare et le manque d'intérêt de la mairie pour cet espace qui quand même est d'attraction. Monsieur le maire, est-ce que quelque chose n'est pas faisable pour la gare routière? Et bien sûr, lorsque vous allez sur la gare aujourd'hui, vous allez comprendre que nous avons amorcé la rénovation de cette gare pour son attractivité. Mais en plus de son attractivité, nous avons des dispositions à prendre. Parce qu'aujourd'hui, le chargement et le déchargement opaque est un problème pour le fonctionnement de nos gares. Nous avons sorti des arrêtés pour interdire cela et les forces de l'ordre ont été mises à contribution pour véritablement y veiller. Donc lorsque le chargement et le déchargement opaque est banni, les usagers pourront venir également sur le parc. Mais en plus de ça, il y a un problème particulier dont nous vivons à Sakété, c'est le transport des passagers à longue distance sur les îles. Donc les passagers, au lieu de prendre le taxi,
ils préfèrent prendre le ZIM. Ce qui est un risque pour eux. Oui, mais il n'y a pas de route praticable pour les voitures. On peut comprendre un peu leur choix, non, monsieur le maire? Non, pas à cause de la voie, parce que pour que le parc est là, c'est essentiellement pour le transport des passagers de Sakété à Porto-Novo. Oui. Aujourd'hui, le gouvernement a bitumé la voie Porto-Novo-Aubert. Donc, le tronçon Sakété-Porto-Novo aujourd'hui est praticable. En véhicule, à moins de 30 minutes, vous êtes à Porto-Novo. Donc, ceci, nous devons l'exploiter et l'utiliser également pour protéger nos populations. Donc, nous avons pris des dispositions également pour empêcher les îles qui rôdent autour du parc de prendre les usagers et permettre à ce que ceux-là puissent prendre des véhicules. Cela permettrait au parc de mieux fonctionner. Donc, c'est autant de dispositions que nous prenons pour permettre à ce que ceux qui sont des conducteurs de véhicules qui sont dans notre commune aussi, ils vivent de leur métier. Monsieur le maire, parlons politique. Au sein de votre conseil, le conseil communal de Sakété, vous êtes confortablement assis, avec une grande majorité à votre actif, mais de langues disent qu'en votre sein, notamment au niveau de l'UPR, le courant est discontinu. Certains disent même qu'ils veulent vous voir davantage dans la peau de politique plutôt que de technocrate. Oui, je vous suis. Nous sommes en politique et nous travaillons en politique. Nous sommes véritablement en contact de la population et tout ce que nous devons faire pour permettre à notre parti de véritablement continuer à prendre le dessus. Ce travail se fait sur le terrain et tout homme politique doit véritablement travailler à véritablement faire enraciner son parti. Et c'est à ça que nous travaillons véritablement. Allez, on va passer rapidement. Vous aviez commencé à l'évoquer il y a quelques instants par les cultures. Le culte Egungun consacré aux morts, le culte de la divinité Oro sont deux célébrations qui mobilisent assez de monde. Est-ce qu'il ne faut pas songer à en faire un label de Sakété? Vraiment, au-delà de ce qui est connu là, je connais des gens qui sont venus du Brésil, des États-Unis, rien que pour assister à cela, monsieur le maire. Vous l'avez bien dit, je l'ai évoqué à l'entame, que la culture de Egungun, de Oro surtout, parce que si on n'explique pas, les gens pourraient comprendre seulement la connotation négative de Oro. Oro est une divinité et fait partie de nos patrimoines qui a beaucoup d'avantages. Et cela, nous pensons faire véritablement de ça un label et un travail actuellement est en cours. Je pense que vous avez bien vu des gens quittent un peu partout du monde pour venir à Sakété pendant ces festivités-là. C'est pourquoi il disait tantôt que Sakété n'est pas si invisible. Oui, mais les situations de fermeture de route, ou parfois c'est compliqué, même quand on est face à une urgence, pendant la période de célébration de ce culte-là, il faut bien revoir l'organisation. Bien sûr, il faut voir l'organisation et nous avons déjà commencé par réfléchir dans ce sens. Pas seulement réfléchir, mais prendre des décisions parce que désormais, même s'il y a fermeture Oro, tout étranger peut circuler sur la voie inter-État. Oro n'empêche personne de circuler sur la voie inter-État. Oro n'empêche personne d'aller dans son lieu de travail. Oro ne va pas dans les hôpitaux, dans les églises. Tout ce qui est lieu public, Oro évite ça. Donc, penser que pendant la période d'Oro, tout est fermé, non. Et aussi, ce n'est pas tous les jours. Lorsque nous voyons par exemple pendant ces 2 semaines, c'est environ 2 jours qui sont véritablement fermés et pendant les 2 semaines. Donc cela n'empêche véritablement pas les activités de se dérouler. Également, les bienfaits de cette divinité, cela nous permet aujourd'hui de compter beaucoup de forêts et des forêts préservées, des forêts sacrées, qui est un atout pour aujourd'hui la protection de l'environnement. Donc, nous avons beaucoup d'éléments à véritablement valoriser pour cette divinité-là. Et tel que vous l'avez dit, lorsque nous allons faire de cela un label, vous voyez que toutes les compréhensions, toutes les intentions négatives qu'on pourrait avoir envers Oro, beaucoup comprendront que c'est un atout touristique. Et pendant cette période, il faut obligatoirement aller à Sakété. C'est ça. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le journaliste. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à Sakété. Merci à vous aussi et très bonne journée à toute votre équipe.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était Nestor Ido, le maire de la commune de Sakété, en direct depuis sa commune. On va faire la pause maintenant. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Va par l'université qu'elle a choisi, c'est de l'autre côté. Non, jamais quelle université. Davido, vous êtes encore dans ces problèmes ici. La seule université au Bénin ici qui soit capable de former votre enfant et elle sera valable au Bénin et à l'extérieur, c'est l'Université africaine de développement coopératif. C'est une université panafricaine formée par 20 pays africains. Cette université existe au Bénin depuis 55 ans. Ils forment en économie coopérative et en économie sociale. Et les gens viennent de l'extérieur, ils viennent du Japon, ils viennent du Canada pour se faire former ici. Votre fille, avec son bac, si elle s'inscrit en licence à l'UADC, elle a une bourse de 40%. Si elle s'inscrit en master, elle a jusqu'à 50%. L'Université africaine de développement coopératif forme à la licence et au master en économie coopérative, en microfinance, en micro-assurance santé, en développement local et décentralisation, en gestion des projets de l'économie sociale. Enseignement et inscription tous les jours ouvrables de 8h à 14h au campus de l'UADC 6 au quartier Jacques, à Papa derrière le ministère de la Santé, non loin du service des plaques d'immatriculation de l'ANAT. Téléphone 00229 51 79 27 17 95 38 12 84 21 33 06 39 WhatsApp 97 88 00 25. L'UADC, c'est 55 ans d'expérience dans la formation de qualité au service du développement de l'Afrique. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. De retour pour engager la troisième partie d'Actu Matin, on aura droit aux commentaires du jour, puis les moments de débat avant de passer à la quatrième partie où on parlera de pour ou contre avec Nagui Balagbe qui a interrogé les citoyens sur la situation du Kwayo. Est-ce qu'ils sont pour ou contre sa suppression? Vous aurez des éléments, des avis à suivre tout à l'heure. Et puis la revue de presse qui va boucler ce numéro de votre émission Actu Matin. Allez, on va commencer par
ce qui doit commencer. Le commentaire du jour avec Franck Aounou. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Le 19 septembre dernier, à travers un communiqué, un courrier, la directrice départementale des enseignements maternels du littoral avait invité les acteurs de l'éducation de son espace d'autorité à instaurer la dictée matinale dans les classes de CM1 et de CM2. Moins 2 mois après, elle rapporte sa décision. Qu'est-ce qui n'a pas tourné bien rond là-bas? Allez, ce qui n'a pas tourné bien rond, Tanguy, c'est simplement que la décision de la directrice départementale des enseignements maternels et primaires n'a pas été du goût de l'autorité qui certainement a demandé à la directrice de revoir sa copie. Et selon mes informations, ce que j'ai pu glaner, il lui est reproché, 1, de n'avoir pas rendu compte à l'autorité avant de prendre une telle décision, et de 2, d'avoir instauré la dictée en classe de cours moyen deuxième année, ce qui ne devrait pas se faire. Et donc, la directrice, certainement, aurait pu recourir à l'avis de sa hiérarchie avant d'acter son projet de voir les apprenants soumis à cet exercice matinal. Pour rappel, la correspondance qui demandait aux chefs de région pédagogique et tous leurs collaborateurs qu'ils ont sous leur autorité de veiller à ce que la dictée revienne dans les classes était motivée par un diagnostic posé par cette dernière au dernier examens. Bien sûr, les candidats au CEP dans le département du littoral n'ont pas excellé en dictée et la trouvaille pour remonter la pente, c'était de ramener tout simplement la dictée matinale au CM1 pour préparer les écoliers au rythme qui les attend l'année prochaine et au CM2 pour relever leur niveau en expression écrite. C'était aussi simple que ça, mais elle a très vite demandé aux acteurs concernés de ranger le papier en seulement quelques mots. Je viens par la présente rapporter la lettre portant instauration de la dictée dans les écoles primaires publiques et privées du littoral. À mon avis, Tanguy, le courrier ayant été publié sur les réseaux sociaux par d'autres médias a heurté des sensibilités au ministère et la moindre des choses à faire par celle qu'il a prise pour se protéger et éviter de s'attirer des ennuis, c'est de la rapporter, ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Mais véritablement, en quoi est-ce qu'une lettre, une note qui est quand même motivée par rien de bien faire peut autant déranger au point d'exiger justement son annulation? Ah oui, ça peut bien l'être si nous considérons les procédures administratives lorsque vous devez prendre une décision qui va impacter une aire géographique donnée des acteurs tels que ces enfants du CM1 et du CM2. Cette décision, quoique salutaire, doit faire l'objet d'une fiche et certainement au ministre ou à un directeur central technique qui répondra devant le ministre. Dans le cas d'espèce, eh bien, je veux croire que cela a été fait. Deuxième chose, ça peut effectivement déranger si c'est sur la place publique que l'autorité hiérarchique retrouve la décision qui fait objet d'attraction et surtout qui fait mention de résultats d'un examen national dont seule l'autorité de la couleur en dernier ressort. Quand tous ces éléments sont en jeu, il faut mettre les garde-fous en recherchant la caution de l'autorité. Mais lorsqu'on finit de passer au crible tous ces aspects qui peuvent amener le ministre à reprendre la directrice départementale, il faut s'interroger sur l'opportunité du report d'une telle décision qui, in fine, ne va contribuer qu'à renforcer le niveau des apprenants. Tout le monde sait que la dictée matinale, c'est bien le grain de sel qui manque à la sauce aujourd'hui dans nos écoles. Tout le monde sait que cette activité a permis, bien entendu, à bon nombre de cadres de nos administrations d'être des têtes bien faites, des cadres de bonne facture. Tout le monde sait que la dictée matinale éveille chez les jeunes apprenants les qualités et aptitudes de remise en cause permanente, de création d'une sorte d'émulation et de compétition continue entre les écoliers. Tout le monde sait enfin, Tanguy, que grâce à la dictée telle qu'elle se fait matinalement a permis au Bénin d'être baptisé pendant longtemps quartier latin de l'Afrique. C'est dire que instaurer, réinstaurer ou même raviver une pratique qui avait déjà cours, c'est salutaire et on pouvait trouver une autre formule pour faire des remontrances ou remonter les bretelles à la dédente de la sorte. L'autre chose qu'il faut relever, c'est parfois la preuve de l'excès de zèle qu'entretiennent certains cadres autour des ministres, des autorités tout court, des problèmes de jalousie, de règlement de compte et de leadership qui se développent dans nos administrations. Des situations que l'on peut gérer même sans impliquer la première autorité d'une entité administrative, on la dramatise et on pourrit l'environnement inutilement. Conséquence, nos administrations deviennent des endroits viciés, difficiles à supporter. On peut
à mon avis, s'en passer. Ces dernières années, des décisions prises et rapportées du jour au lendemain sont tellement légion, telles qu'elles sont gérées. Cela est de nature à fragiliser l'autorité de ses collaborateurs nommés, pourtant sur la base de leur capacité à gérer. Certains parlent de rétropédalage et tous les qualificatifs qui s'y collent. Je pense qu'il faut davantage se concerter. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou, pour ce commentaire de ce matin qui va nous permettre quand même d'instaurer le débat, la question donc de la dictée décidée au plan donc départemental au niveau littoral avant de se faire annuler par la même personne qui a décidé de l'instaurer. On va examiner un peu quelle est la pertinence, enfin les conséquences pardon de cet imbroglio là et de ce méli-mélo là, avant d'examiner les voies possibles pour rehausser quand même le niveau des apprenants. Faut-il le dire, c'est évident que cela a pris un coup avec le temps. William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. Alors, c'est l'anarchie, hein, doit-on dire, à l'école du Bénin. On prend une décision, on revient là-dessus, on ne comprend plus rien, William. Ça ne fait pas bien pour notre école, ça ne fait pas bien pour le sanctuaire qu'est l'école, ça ne fait pas bien pour l'orthodoxie administrative, parce que, vous savez, revenir sur sa propre décision, c'est ravaler ses vomissures. Et personne d'entre nous, même pas le vigile ou le concierge à l'entrée d'un bâtiment, ne veut que la toute petite autorité dont il est investi soit reprise de la sorte. Et moi, je pense que, comme Franck l'a dit dans son commentaire, il a manqué un peu de précaution à cette décision. L'idée en elle-même n'est pas mal, parce que nous tous, nous avons lu les documents rendus publics par le ministère des enseignements maternels et primaires au lendemain des résultats de fin d'année de l'année scolaire qui vient de finir. La dictée était vraiment le talon d'Achille de ces apprenants des départements du littoral, et c'est un gros paradoxe parce que ces apprenants sont dans un pôle urbain. On a comme impression qu'ils devraient avoir les plus grandes facilités en matière d'assimilation des principes de la langue française et notamment des règles de grammaire, de syntaxe, de conjugaison et autres, mais voilà qu'ils sont en mathématiques et en dictée en baisse de performance. Donc, vouloir solutionner un problème comme celui-là est une initiative louable et noble, et vouloir y aller par une décision de contrainte, peut-être, n'est pas, pour moi, si mauvais que ça. Maintenant, quand on veut le faire et qu'on ne prend pas toutes les précautions, c'est là que moi, je pense... C'est quoi les précautions? Les précautions, c'est consulter sa hiérarchie, voire peut-être avec, vous savez, à la direction départementale, il y a des inspecteurs, il y a des circonscriptions scolaires qui ont des chefs de circonscription, il y a des conseillers pédagogiques. Donc, je pense que si la situation était, où la mesure a été discutée, elle a été débattue de fond en comble, son implémentation, les difficultés qu'on pourrait avoir... Que la directrice s'est enfermée chez elle, à la maison, et montée au saut du lit pour prendre sa décision. C'est tellement qu'elle a des collaborateurs. Je ne peux pas alléguer à ce point. C'est tellement qu'elle a une équipe autour d'elle qui décide ou qui réfléchit sur les problèmes qui se posent au niveau de l'espace dont elle a la charge et la gestion. Donc, on s'imagine un peu que la réflexion a dû se faire à ce niveau. Je suis d'accord que je ne peux pas alléguer au point de dire qu'elle a manqué de réflexion. Même à son propre niveau déjà, elle doit réfléchir par N fois pour déjà commencer par trouver cette formule. Et je suis d'accord qu'elle a sûrement consulté. Mais je pense qu'on n'a pas bien fait les consultations ou, de l'autre côté de la médaille, les consultations ont été faites, mais après, on se rend compte à l'évidence que c'est pas aussi facile à faire et à imposer. Eric, est-ce que ce n'est pas exagéré que d'exiger d'annuler une décision comme ça, simplement parce qu'on n'a pas consulté la hiérarchie? Ça serait difficile de l'établir, puisque nous ne savons pas la nature des échanges entre la directrice départementale et sa tutelle et le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Ce qui est certain, c'est que il y a une volonté de bien faire qui vient justement de la nécessité de trouver une solution à un problème. Franck l'a rappelé, au niveau de ce département, le niveau des enfants a baissé
n'est-ce pas, en matière de langue. Et donc la directrice a estimé qu'il fallait véritablement trouver une solution. Maintenant, quelles sont les procédures en la matière au niveau du ministère de l'enseignement maternel quand un directeur fait le constat de ce que dans sa zone de compétence, il y a tel ou tel problème? Est-ce qu'il n'y a pas des gens à consulter? Est-ce qu'on ne peut pas soumettre d'abord l'idée à l'autorité ministérielle avant d'implémenter la décision? C'est des questions qu'on se pose. Peut-être que cela n'a pas forcément été respecté. Et le ministre a certainement fait savoir à la directrice départementale la nécessité d'aller certainement dans cette logique-là. Maintenant, la dictée. Pour avoir échangé avec un enseignant à la retraite, il n'y a pas une base ou je dirais une règle dans notre pédagogie qui l'institue au point d'en faire une exigence. Ce que j'ai compris à travers l'explication de cet enseignant, c'est une tradition née de la colonisation où les instituteurs français, pour pouvoir attribuer des bourses, faire la part des choses entre l'école qui ira peut-être au lycée, qui a besoin d'être soutenu, on faisait la dictée pour départager. Après le départ des instituteurs français, rapidement je vais chuter, oui. Après le départ, nos enseignants ont continué avec cette tradition qui, comme vous pouvez l'imaginer, avec... Qui est très mauvaise maintenant, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Une directrice à rapport à la... Non, j'ai pas dit ça. Par la suite... Ça a aidé quelque part à renforcer le niveau des enfants, certes, mais nous savons aussi tout ce que ça a créé comme ennui, châtiment corporel parce que cet enfant a eu plus de fautes que l'autre et puis tout ça. Et ce que ça fait dans notre système, on a formé des enfants qui pour la majorité ont peut-être une parfaite compréhension de la langue, mais c'est pas ce que nous recherchons aujourd'hui. À la déclaration du ministre de l'enseignement maternel pour ce qui est de la rentrée, nous voulons des enfants capables de fabriquer, capables de transformer. Aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. Aujourd'hui, le problème après, au niveau de ce qu'on constate aujourd'hui comme baisse de niveau, ce que j'ai également compris de cet enseignant, c'est que l'approche par compétence est mal implémentée. Et aujourd'hui, les enseignants sont d'accord là-dessus. La preuve est que chaque année, vous avez des mesures on va revenir un peu sur tout le contrôle lié à la dictée, mais constatons déjà l'imbroglio administratif qui s'impose là, et surtout l'image que cela dégage au niveau de l'école. Alors, l'autorité prend une décision, puis revient là-dessus. Ça fait mauvais pour l'image du Bénin, de l'école béninoise, mais ça fait aussi mauvais pour, je dois dire, l'image de l'autorité en tant que telle. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre une décision quand c'est sur son espace géographique où on est quand même chef et qui n'est pas une mauvaise décision en soi? On a vu quand même le préfet du Zou engager premièrement la lutte, sinon l'interdiction de la consommation de la chicha. Et tout le monde a pris après. Si c'est une bonne décision, pourquoi est-ce qu'on ne suit pas? Pourquoi on est contraint la pauvre dame à revenir là-dessus juste parce qu'elle n'a pas consulté l'autorité? Moi, je me pose la même question. Fait tel que ça se fait là, je pense qu'on fragilise un peu l'autorité, la consistance même de l'autorité qu'incarne la directrice. Parce que figurez-vous, lorsque vous voulez prendre une telle décision, la directrice, c'est des chefs de service qu'elle dirige. Ce sont des responsables à divers niveaux qu'elle réunit. Et même cette note-là, pour la saisir, ça prend pas des étapes. Peut-être qu'elle a demandé à un chef de service, à un cadre de sa direction, de lui proposer une note comme telle. Elle dit, dans le souci d'améliorer le niveau des apprenants dans cette discipline, j'ai l'honneur de vous inviter à vouloir bien instaurer la dictée. C'est pour dire qu'il n'y a aucune contrainte. Elle a utilisé la formule nécessaire. Et en bas, moi, ce qui m'a intéressé, elle a dit, je tiens à rappeler que cette initiative ne doit en aucun cas perturber le planning journalier des activités pédagogiques prévues dans les emplois de temps des cours concernés. C'est-à-dire qu'elle a pris pas obligé de faire ça, mais c'est toujours bien de revenir. Parce que moi j'ai analysé, on m'a nommé directrice, j'ai pris les résultats, ce qui est tout à fait normal. Sur quelle base je pars? C'est pour avoir des résultats meilleurs à la fin de l'année. C'est le baromètre en réalité de tout. C'est sur cette base-là qu'on juge les directeurs. Donc, elle a analysé, elle se rend compte que les notes obtenues par les candidats en dictée, ça ne fait pas bien, il faut relever les niveaux. Donc, elle a pris la décision. Peut-être qu'elle aurait elle aurait pu échanger avec le ministre et tout ça, d'accord. Mais la décision, à mon avis,
n'a pas été prise parce qu'on veut se faire voir. C'est pour régler un problème dans une sphère donnée, dans une aire géographique donnée. Et je pense que tel que c'est libellé, ça ne devrait pas poser de problème. Maintenant, dans d'autres administrations, on a vu des décisions qui ont été prises. Le lendemain, on dit de rapporter. Ça ne fait pas bien pour l'autorité. Même si cela devait régler, apporter d'autres solutions. Lorsqu'on reprend comme ça, la décision a fait quelques jours seulement, ça fragilise un peu l'image de l'autorité. Je pense qu'on devait revoir cette manière de faire. Vous avez donné un bel exemple tout à l'heure en citant un préfet. Nous avons également vu un préfet qui a estimé qu'il fallait réguler un peu la mobilité urbaine à Cotonou. Cela lui a valu une sanction. Et puis, c'est qu'il a été interdit à ce préfet de prendre encore des décisions. Et donc, même dans notre architecture administrative, oui, on l'a nommé, mais son pouvoir de directeur ou de directrice découle d'une administration. Ça, c'est clair, on ne peut pas non plus occulter ça. Si tant est qu'on peut permettre aujourd'hui à chaque directeur de prendre des décisions sans consulter, sans ne serait-ce que soumettre ce qu'on veut faire à l'autorité avant d'implémenter ces décisions, qu'est-ce que ça va donner? De la cacophonie. Parce que ce problème ne se pose pas seulement que dans ce département. Vous l'avez dit, nos enfants ont de réels problèmes en matière de conjugaison, de grammaire. Mais qui ne vous dit pas que dans ce qui est enseigné aujourd'hui dans nos écoles, dedans, on peut trouver des solutions sans les veines dictées matinales. Peut-être que le ministre a estimé donc ils ont fait exprès alors de ne pas explorer la possibilité de rehausser le niveau. C'est moi qui m'interroge. C'est moi je m'interroge. Oui, il y a des interrogations qui sont... C'est moi je m'interroge. Est-ce que dans l'approche par compétence, il n'y a pas des unités d'évaluation qui permettent à des enfants, n'est-ce pas, de faire la différence entre tel... Il y en a, c'est sûr. Il y en a, c'est sûr. Donc ça veut dire que c'est peut-être jusque-là, ce qui a été fait jusque-là est mal appliqué. Et ça ne nous permet pas justement d'atteindre cet objectif. Et c'est là le problème central qu'il faut régler. Moi, Moi, je pense que c'est une conjecture, même si elle est très bien pertinente, que de se dire que c'est en raison d'une mésentente entre la hiérarchie administrative et l'implémentation de cette décision ou la forme qu'elle prend dans son opérationnalisation qu'elle a dû être rapportée. Mais jamais ce n'est une information officielle et ce n'est probablement pas la seule et unique raison qui sous-tendrait le rapportage d'une décision comme celle-là. Et c'est cela qui me fait prendre du recul en disant c'est possible que ce soit le cas. Mais c'est aussi possible que la même directrice qui a pris la décision, 2-3 jours après, se rende compte de la difficulté à l'implémenter ou même ses subalternes ou ses préposés ou ses collaborateurs ou les enseignants sur le terrain lui fassent le retour ou le reproche d'une réalité contraire, soit à elle-même ou à la hiérarchie qui peut-être, dans un premier temps, était d'accord avec une décision comme celle-là, mais qui se ravise et cela l'amène. Je doute fort. Oui, il y a un doute. Il y a bel et bien une légitimité de doute. Hier, dans mon zapping, comme j'ai l'habitude de le faire souvent, je suis tombé sur une radio de la place qui présentait une émission sur justement la même décision avec deux invités qui étaient en studio et qui faisaient un débat contradictoire. Alors j'ai écouté un peu celui qui soutenait, je dois dire, la décision d'annulation de cette note-là, qui disait que elle ne peut pas prendre unilatéralement sur elle le droit d'augmenter le quota horaire réservé, je dois dire, aux travaux de la journée. Parce que quand on demande dictée matinale, par exemple, c'est supposé que les cours ont commencé à 7h plutôt qu'à 8h et que véritablement cela pouvait perturber, je dois dire, l'équilibre psychosomatique. Bon, enfin, il a utilisé tous les termes techniques pour montrer que la directrice, en prenant cette décision-là, a augmenté un peu la masse horaire, que c'était donc pas de son ressort. Là, on parle par exemple de la compétence. Et là, vous savez que dans toute fonction administrative, chacun a compétence à partir d'une borne à une autre. Les compétences ne s'élargissent pas. Peut-être que le temps horaire, en classe par exemple, est défini, même peut-être pas par le ministre, mais par une autorité supérieure, par exemple le Conseil national de l'éducation, qui sait. Donc, si ça rentre dans un conflit d'attribution, j'ai l'expression que je voulais, si ça rentre dans un conflit d'attribution, permettez que les autorités administratives régulent les choses. Moi, je trouve très pertinente cette décision. Moi, je trouve que c'est avoir à cœur
le développement des apprenants. Si c'est cet argument qui sous-tend le retour sur la décision, je trouve que ce n'est pas aussi pertinent que cela. Observez un peu les habitudes des gens à Cotonou, notamment dans le littoral où elle est quand même patronne. Vous voyez, la plupart des gens sont des fonctionnaires, ils travaillent quelque part déjà, il faut qu'ils soient au boulot très tôt. Et vous allez voir que déjà, devant les établissements scolaires, que ce soit privé ou public, ça s'anime déjà très tôt. Hein. Des enfants qui parfois ont même cours à 10h, mais les parents sont obligés de les déposer à 6h, 6h30 pour aller vaquer à autre chose parce que les enfants ne peuvent pas faire le déplacement eux-mêmes. Ou peut-être parce qu'on n'a pas la capacité financière de leur payer un transport tout au long du mois, comme ça, et donc on sort avec eux en même temps, on les dépose et les enfants ils poirotent là jusqu'à 10 heures de temps. Alors, jusqu'à 10 heures, pardon. Si c'est juste le temps qu'on élargit, je pense que cela n'est pas... Qui paie l'enseignant pour ce temps, pour ces heures supplémentaires? C'est l'État. Et deuxième, il n'y a pas deux Bénin. Il n'y en a qu'un seul. Et donc, dans certaines réformes, peut-être cela fera des performances. Mais n'importe qui pourra dire au juge constitutionnel béninois, attention, il y a deux éducations pour deux enfants béninois différents. C'est pour cela que on aurait pu élargir justement, replacer la norme. Oui. Je voudrais informer William que la dictée se faisait déjà dans les classes de CM1 et de CM2. Avant même la prise de cette décision-là. Les enseignants ont estimé qu'il faut préparer les candidats, les futurs candidats déjà au CM1 à cette activité. Et lorsqu'on me parle d'augmentation de quotas horaires qui doit déranger le psychosomatique et tout ça, moi je leur concède tout ça. Mais c'est ça qui a valu pour nous, c'est ça qui nous a permis d'avoir de bons cadres. Vous avez vu quand on a... Eric, on est d'accord. Eric, non, quand on a des cadres qui parlent beaucoup français. Je vais finir. Quand on a dilué tout ce qu'on nous faisait, vous et moi, Eric, vous, tout ce que les enseignants nous apprenaient, venez tôt, venez balayer. Même les enfants, on parle de 7 heures. Les enfants viennent souvent à 7h, 7h30 pour balayer la classe. Ce n'est pas à 8h qu'il faut balayer la classe pour commencer les cours. Et donc, quand on a dilué tout ça au fil des ans, on a vu les enfants tarés que nous avons aujourd'hui aller dans nos universités. Impossible de faire une phrase sans que vous ne récoltiez 2 ou 3 fautes dedans. Allez lire les cahiers des enfants. C'est inconcevable. Moi, je pense que tel que nous avons été éduqués, tel que nous avons été instruits, on a tellement décapité ça qu'aujourd'hui, il y a lieu de revoir un peu les choses. Donc, les cadres qui parlent beaucoup français, je ne suis pas d'accord. Moi, par exemple, j'ai été bien formé et c'est comme ça que j'ai été formé. Moi, j'ai fait la dictée matinale. Dans le temps, c'était même avec les chicottes. Mais au fil des ans, on a dit, ne chicotez plus les enfants, mais permettez qu'on leur apprenne. Un enfant qui est formé à se réveiller déjà avant 7 heures, il ne pourra pas faire quelque chose avant de commencer ses cours. Quand il va gagner son boulot, il ne sera pas en retard parce qu'il est déjà formé pour. Le psychopédagogue, je ne suis pas d'accord avec vous. Le développement d'un enfant à des étapes. Dans le on ne peut pas habituer aujourd'hui, on ne peut pas habituer un enfant à un rythme d'adulte. Et moi, est-ce que vous avez été formé comme ça? Dites-moi. Non, lui, il est traumatisé. Parce qu'il s'est réveillé très tôt parce qu'il n'a pas subi. On ne va pas dire les choses de la sorte. Moi, je suis un produit de l'approche par compétence. Et s'il y a une chose qu'on peut reprocher à l'approche par compétence, c'est peut-être de n'avoir pas donné la chance à tous les apprenants de connaître certaines réalités au même titre que les gens qui ont fait l'école nouvelle ou des programmes antérieurs, c'est-à-dire par exemple la dictée ou les calculs mentaux d'un certain niveau pour les mathématiques, pour développer les facultés des gens. Je reconnais que pour bien accorder le participe passé, j'étais déjà en classe de première et que si nous étions dans un système de dictée bien préparé et bien fourni au primaire, bien administré, avant d'entrer au collège par exemple, ces choses seraient des choses élémentaires. Sur la pertinence de la décision, je suis à 10 000% d'accord. Mais, vous savez, si une décision, si un besoin est tout aussi criard, et je pense que ce n'est pas l'apanage du littoral, ce diagnostic doit être général, si un problème est comme ça,
pensons-le de la meilleure des manières. Pensons le pansement des plaies de la meilleure des manières. Ne prenons pas des méthodes peut-être circonstancielles ou adaptées à un petit milieu, alors qu'au fond, la décision doit être réfléchie de façon holistique. Justement, un peu sur ce sentiment que nous avons aujourd'hui de ce qu'après cette formation, on a formé que des gens qui savent parler. Il est déjà arrivé ici, nous avons fait ce débat où on a estimé qu'aujourd'hui, il nous faut repenser notre système éducatif de façon à ce qu'à la fin, quand on finit une formation, nous ayons des étudiants qui sont en mesure, n'est-ce pas, d'entreprendre. Des étudiants qui sont en mesure, n'est-ce pas, de commencer par faire quelque chose de leur main. Et cela, ça nous manque. Il faut apprendre à se réveiller très tôt. J'ai pas fini. Quand nous, voilà, on a fait ce système, on parle français, on s'est accordé. Qu'est-ce que, enfin, à pas parler justement, qu'est-ce que moi, non, je ne suis pas en train de banaliser. Je vois le phénomène. J'ai pas fini comme ça. J'ai pas fini. Je vois le phénomène dans sa globalité. En quoi est-ce que notre système éducatif a permis à chacun de nous de savoir quelque chose de notre main? Quand vous allez aujourd'hui dans nos universités, on a beau avoir la licence, le master, tout ce qu'on veut, mais on chôme. Mais ce problème-là, comment on le règle? Si dans notre système éducatif, on ne fait pas en sorte de mettre l'accent sur des formations pratiques, de sorte que à la fin de chaque formation, pour nos jeunes, une fois qu'ils finissent, c'est ça, supprimer la dictée, supprimer le vocabulaire, supprimer la méthode, et alors la mécanique générale, ça commence dès la base. Ça commence dès la base. Ça commence dès la base. Ce que vous oubliez. Je pense qu'aujourd'hui, rapidement, aujourd'hui, au niveau des ministères en charge de l'enseignement, c'est compris. On est convaincu qu'aujourd'hui, il faut aller vers la formation pratique de nos enfants, et ça commence dès la base. Pas que. Alors, tous les enseignements ont leur place. Est-ce que j'ai la parole? Et le programme scolaire, je suis d'accord. Ce que Eric oublie, c'est que même pour comprendre aujourd'hui les mathématiques, il faut savoir bien lire le français, il faut savoir déchiffrer ce que l'on vous propose. On vous dit par exemple théorème de Thalès qui vous demande de tracer une ligne oblique et tout ça. Ça s'apprend en français. Et pour acquérir les notions en français, il faut faire la dictée qui vous permet de vous corriger en grammaire, en conjugaison, en orthographe et tout. Donc c'est pour vous dire que quand vous caricaturez tout, vous dites que non, ce sont des cadres qu'on a formés avec la dictée. Tout ce qu'on a fait là, des cadres qui ne savent que parler. On a senti avec le temps que les offres de formation ne permettent pas de régler un problème d'emploi. Je suis d'accord. Ce débat, on va continuer comme ça. Ce débat n'a pas. C'est pas bien différent. Oui, il est bien différent. Mais c'est ça qui nous a même la dictée à faire. Qu'est-ce que la dictée a fait dans ça? La dictée, c'est pour former, c'est pour vous permettre d'acquérir les aptitudes nécessaires pour aller de l'avant. La dictée, c'est... On ne fait pas la dictée. Je ne sais pas si ça se fait en 6e ou en 5e, en 4e. Au CM2, vous faites la dictée et on vous prépare au monde du collège. Donc, je pense que c'est deux choses différentes qu'il ne faut pas... Pendant ce temps, pendant qu'on demande à nos enfants de faire la dictée, à cet âge, en Chine, on met déjà des outils informatiques à disposition des enfants. Oui, moi je pense que... Deux secondes. Quand j'écoute Eric, j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait la dictée à partir de 7 heures, depuis que cela a été instauré, sont devenus, qu'on est des tarés et que personne n'a jamais. Moi, j'ai jamais dit ça. Oui, que personne n'a jamais été ingénieur. J'ai pas fini. Vous êtes en train de me partager. Non, je n'ai pas vous laisser finir parce que vous êtes en train de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais c'est ce que vous voulez utiliser vos propres mots, Tanguy, utilisez vos propres mots. Oui, mais c'est ce que vous dites. Non, laissez-moi vous. C'est pas que j'ai dit que des gens qui ne savent pas. Je suis soucieux de ce que. Je suis soucieux de ce que. Je peux vous rappeler que la dictée. Je peux vous rappeler qu'il y a bien de personnes. Moi, j'aurais aimé que de 7h à 8h, par exemple, qu'on introduit des initiations informatiques, par exemple, aux enfants. Moi, j'aurais aimé ça. Pourquoi pas? J'aurais aimé ça. Que ça soit la dictée. Moi, pour finir sur cette discussion, moi, j'aimerais dire qu'un ingénieur en BTP ou en mathématiques en tout a besoin de s'exprimer correctement. Parce que le jour où il devient ministre du cadre de vie, il ne nous parle pas en anglais. Il parle français.
Donc, je pense que, encore que nous sommes au primaire, et le primaire encore, ce sont les bases. On ne sait pas s'il finira ingénieur ou il finira avocat. On ne connaît pas encore l'avenir d'un apprenant qui est au CM1, qui est au CM2. Tout le monde doit avoir les bonnes capacités de réflexion et les bonnes aptitudes de base et les développer en langue, en sciences et dans tous les domaines quand on est au primaire. Et si une initiative peut renforcer les carences, comme l'a dicté, je suis pour. Maintenant, si la plaie est béante partout, trouvons de grandes solutions, trouvons des solutions générales. Et si des solutions à l'échelle départementale sont en train d'échouer, ce n'est pas une raison pour battre du revers de la main ce diagnostic. Il faut sauter là-dessus, peut-être en parler où il le faut, où on a les compétences et les attributions pour le faire, pour qu'on pense ce mal, parce que nous sommes unanimes sur le fait que aujourd'hui, en langue, on n'est pas à comparer, la génération actuelle n'est pas à comparer avec celle d'avant. Alors, je reviens. Il faut changer la J'espère que vous allez me permettre maintenant de reprendre la première série. Vous me permettez de... Non, mais c'est là que vous avez la parole. Est-ce que vous me permettez de prendre... Est-ce que vous me permettez de prendre la police et débat? Oui, mais maintenant. Je veux rappeler que ceux qui ont fait la dictée matinale de 7 heures ne sont pas tous devenus des littérateurs ou des littéraires. Il y a bien des gens qui ont fait cette pratique-là et qui sont devenus de grands ingénieurs, qui sont devenus de grands cadres scientifiques et qui participent justement au développement de leur pays. Et que fondamentalement, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de gens qui ne sont pas forcément formés à des choses pratiques, c'est parce que la dose maximum de choses pratiques ne leur a pas été injectée pendant le parcours. Je donne juste un seul exemple. De la 6e en 4e à la limite, sinon même en 3e, vous avez par exemple dans le programme pratiquement 6 heures de temps de cours de français et 4 heures de temps de cours de sciences physiques. Alors, quand c'est comme ça, vous comprendrez forcément que le monsieur qui sort avec un BEPC a beaucoup plus de penchant à parler français que de s'orienter vers les sciences physiques. Ça n'a rien à voir avec les dictées de 7 heures qu'il a pratiquées entre le CM1 et le CM2. Il faut suffisamment doser juste au moment opportun les choses pratiques qu'on veut avoir chez l'enfant et cela le réoriente justement et le fait de devenir ce qu'on a envie qu'il devienne demain. Ça n'a rien à voir avec la dictée matinale qu'on a imposée à partir de 7 heures. Je pense fondamentalement, et ça c'est mon avis personnel, je pense que instaurer une dictée matinale n'a rien de compliqué, rien de difficile qui ralentisse la croissance intellectuelle ou psychosomatique, comme on l'a dit quelque part, de l'enfant. Ça n'a rien à voir comme handicap, en tout cas pour ce que je sais, je suis peut-être pas psychopédagogue, ça ne représente rien comme handicap dans le devenir de l'enfant, plutôt ça construit et renforce justement ce qu'il doit devenir. Et s'il doit être ingénieur, bon ben, si tant est qu'on est vraiment accroché pour qu'on soit tous pratiquants de choses plus concrètes, ben, supprimons alors les langues, supprimons tout ce qui a rapport avec le français et instaurons directement, c'est pas l'ingénierie informatique directement au CI, l'ingénierie, c'est pas moi, climatique ou tout ce que vous voulez, au CP. Et là, oui. Parce que vous-même, vous en faites aussi au temps de votre monde. Et c'est surtout vous. Et c'est surtout vous. Vous êtes chargé de distribuer la parole. Parfois, il dit, parfois, participer aussi parce que justement je crois avoir droit à un avis aussi quand on fait un débat. Oui, mais d'accord, mais pas au même titre que nous. Ah oui. Sinon on change de chaîne. On va demander à la réalisation de nous permettre de. Il n'y a pas de souci. Et ça me permettrait aussi de vous arracher fréquemment la parole comme vous le faites aussi d'intervenir alors que d'autres interviennent. Oui, Franck. Alors moi je voudrais qu'on recadre un peu le débat. Administrativement, lorsqu'on veut prendre des décisions, il faut s'assurer de ce que la décision suit les normes, suit le couloir nécessaire, fasse le circuit nécessaire pour éviter qu'il y ait un rétropédalage, report de la décision, et ainsi de suite. Maintenant, la décision elle-même, moi je pense qu'au niveau des ministères de l'administration, on doit instaurer un cadre pour que ces genres de décisions, même lorsque on sent que la décision, elle est mal prise ou les conditions de sa prise ne sont pas assez réunies, il faut trouver la formule pour le faire savoir. Il faut trouver la formule pour gérer ça, que de faire rapporter chaque fois. Ça ne fait pas bien pour l'autorité, les autorités que nous avons à la tête de nos entités administratives. Ça ne fait pas bien, même au regard des apprenants et ainsi de suite, qui sont appelés eux aussi à diriger
je pense qu'il faut revoir la formule à ce niveau. Maintenant, concernant la TT, la baisse de niveau, il va falloir qu'on trouve une thérapie de choc parce que quand au fil des années, nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2023, si on continue de parler de baisse de niveau, où des enfants ne peuvent pas écrire, ne peuvent pas faire ci, ne peuvent pas faire ça. Tenez, lorsque vous allez par exemple dans l'Atakora, vous avez des enfants qui s'expriment très bien en français. Vous vous demandez, mais comment se fait-il que de petits enfants comme ça arrivent à rouler aussi facilement le français? Quand vous allez dans d'autres régions, c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il faut aller puiser dans les expériences, dans les ressources ailleurs pour venir les expérimenter dans d'autres localités. Lorsque vous prenez les résultats globalement au niveau du littoral, de l'Atlantique, pendant longtemps, le littoral a gardé le flambeau. Le littoral a souvent été le département le premier lorsqu'on fait les classements. Ça veut dire qu'il y a de bon ici, mais ce qui n'a pas de bon, permettez que l'autorité essaie de corriger. Et c'est tout l'intérêt de ce courrier-là, à mon avis. On ne devrait pas pour autant la rapporter la décision. Moi, je pense que nous avons un problème, et c'est l'approche par compétence. La façon dont c'est implémenté pose véritablement problème. Ça n'a rien à voir avec la dictée. Si dans les unités d'évaluation au niveau de l'approche par compétence, on prend soin véritablement de faire les choses telles que ça se doit, telles que ça se présente, on ne serait même pas en train de parler de baisse de niveau. La preuve est que l'approche par compétence n'a pas institué la dictée comme Mactier a exercé dans les écoles. On a estimé qu'on a dilué ça dans les unités d'évaluation au niveau des enfants. Mais comment cela se fait au niveau des écoles? Est-ce que les enseignants arrivent vraiment à le faire? C'est le problème de notre système éducatif. Je pense que là-dessus, on n'a pas encore tranché. Soit on sort carrément de cette affaire d'approche par compétence, on va vers un autre format d'enseignement adapté véritablement aux problèmes que nos enfants ont, que ce soit dans les langues, dans les matières scientifiques, n'est-ce pas, pour pouvoir véritablement évoluer et faire en sorte qu'à la fin, nous ayons des étudiants qui sont bien bâtis, en mesure, n'est-ce pas, d'apporter un plus, n'est-ce pas, à notre pays. C'est bon, William? Bon, je pense qu'il y a deux écoles à ce propos. Il y en a qui pensent que l'approche par compétence n'est pas adaptée. Il y a d'autres qui pensent qu'on n'a jamais eu les moyens de faire l'approche par compétence. Bonne journée à vous, les gars. Mesdames et messieurs, on va passer à la régie pour suivre pour ou contre de Nagui Balagbe qui nous propose justement une question soumise aux usagers qu'il a rencontrés sur son périple. Faut-il ou pas, oui ou pas, supprimer, je dois dire, le Payon? Élément de réponse à suivre dans sa réalisation. Vous allez suivre juste après la revue de presse d'Assimo Kanyasemo. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Moi, c'est Mohamed Chebouko. Franchement, moi, je suis contre l'interdiction du paillot. Parce que d'abord, quand nous remarquons, les paillots sont fréquents dans toutes les rues, alors que les stations sont tellement éloignées. Imaginons si nous sommes dans une localité un peu dans la brousse, par exemple les villages, où il n'y a pratiquement même pas de stations. Comment ces habitants-là vont s'approvisionner? C'est pourquoi moi je suis contre l'interdiction des paillots. Moi c'est Banoupe Adjamonsi.
Bon, l'interdiction du paillot, je suis pour. Parce que vu les dégâts que ça crée, c'est pas bon pour la nation. Donc si on peut interdire ça et trouver les moyens pour qu'on puisse s'approvisionner, c'est une bonne chose. C'est vrai que ça nous aide. Le fait que c'est pas cher comme à la pompe. Mais quand on va voir les conséquences, vraiment, on ne peut pas être, comment dirais-je, on ne peut pas être contre l'interdiction. Ne bamo chafation de Carlos esen payon gari gema yawa ya tomu gomo ya tomu meremo de me yawa yen buge yinasia vraiment na ha d'accord buge yinasia banso na ha d'accord ba han paro gbe pana yawa isation seri. Parlant de l'essence paillot, c'est vrai que ça cause des incendies et on assiste à des pertes de vies humaines. Néanmoins, je suis contre son interdiction, car dans les villages, il n'y a pas de station. Alors comment les gens feront dans ces localités pour vaquer à leurs occupations? Il vaut mieux trouver une solution pour réduire les incidents, mais l'interdiction n'est pas la solution. Je m'appelle Setin Mars. L'interdiction de l'essence paillot. Vu les dégâts de ces derniers temps, vraiment, tout le monde, la plupart de la population est découragée. Bien vrai, ça nous aide, mais franchement parlant, moi je suis contre. Personnellement, moi, je suis contre. On n'a pas le choix, on est obligé d'y aller avec. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Avec le challenge ce jour, on peut lire que la douane béninoise saisit près d'une tonne de drogue à Cotonou pour le matinal. C'est une saisie record de drogue que vient de faire le service de lutte contre la fraude atlantique littorale. 1804 boules de cannabis d'un poids total de 931 kg, 600 grammes que voulait faire passer des indélicats sur les côtes béninoises qui ont été interceptés. L'opération a été menée le mardi 10 octobre 2023 entre 11h et 20h par les agents du service de lutte contre la fraude atlantique littorale sous les ordres du lieutenant-colonel Sadek Oruguidou et du commandant Modeste Dosoubé, respectivement chef brigade et chef brigade adjoint du service régional de lutte contre la fraude atlantique littorale. Fraternité ajoute que cette nouvelle opération menée avec professionnalisme par les agents du service régional de lutte contre la fraude de l'Atlantique et du littoral prouve à suffisance que les fonctionnaires des douanes sont plus que jamais motivés à lutter contre la fraude dans toutes ses dimensions, sur terre comme sur mer. Ces actions d'éclat qui confirment le bon état du moral de la troupe constitue la preuve que le gouvernement a vu juste en initiant un nouveau mode de gouvernance auquel les agents ont adhéré sans tergiverser. Une chose paraît évidente, c'est que les douanes béninoises ont opté pour la performance et les services de lutte contre la fraude sont plus que jamais mobilisés. C'est un choix irréversible. Sur la question de la dictée à l'école primaire, Fraternité signale qu'entre retour aux bonnes pratiques et décision d'annulation de la dictée matinale au CM1 et CM2, la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral est au cœur d'une controverse poussée par une envie vorace de changer les choses au regard du niveau des apprenants en expression écrite. Alphonsine Gansa pensait bien faire, bien que courageuse, salutaire et même opportune, la décision départementale a été rapportée pour des raisons inconnues pour l'heure. Du coup, plusieurs interrogations surgissent. Est-ce pour des raisons purement administratives ou pour une application rigoureuse du programme d'enseignement? D'une manière ou d'une autre, le retour de la dictée à l'école reste une décision qui mérite d'être approfondie.
Le matinal explique que la décision du retour de la dictée matinale dans le littoral avait été prise dans le souci d'améliorer le niveau de nos apprenants dans cette discipline. Pour Alphonsine Gansa, après les résultats du CEP 2023, beaucoup d'écoles éprouvent des difficultés dans la matière. La Nation indique que Cotonou accueille du 18 au 20 octobre le premier forum panafricain des métiers du numérique. À travers cette initiative, l'association 10 000 codeurs présente dans le secteur du numérique s'engage à montrer aux jeunes Africains les opportunités que leur offre le secteur du numérique et de la tech. Dans la suite, l'économiste du Bénin nous apprend que la Caisse des dépôts et consignations du Bénin a rendu public son rapport d'activité annuel au titre de 2022. Selon ce rapport, on note une amélioration des performances de la Caisse de 794 882 000 de francs CFA à fin décembre 2021. Le bilan consolidé de la Caisse s'est établi à 855 768 000 de francs CFA. La Caisse des dépôts et consignations du Bénin, institution financière majeure du Bénin, a clôturé l'exercice 2022 avec des résultats solides démontrant une consolidation impressionnante de son bilan. De son côté, la Nation annonce que l'année 2024 réserve de belles surprises sur le plan social pour les Béninois. Selon les prévisions budgétaires, les ratios dépenses de personnel, dépenses de transfert et dépenses d'investissement passeraient respectivement de 4,5%, 3,2% et 8,2% en 2023 à 4,6%, 3,7% et 7,5% en 2024. Tous les secteurs vitaux du développement tels que les affaires sociales, le cadre de vie, les mines et l'eau, l'énergie, le numérique, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'agriculture, l'emploi des jeunes, les microfinances, la sécurité, le sport seront impactés. Fraternité écrit ce matin une réhabilitation et des couacs 2 ans plus tard. Le stade général Mathieu Kérékou, annoncé moderne et aux normes internationales, est déjà déclassé par la Fédération internationale de football association. Ce déclassement vient ternir quelque peu l'honorabilité du joyau qui a abrité une finale de la Coupe CAF et des matchs internationaux de plusieurs sélections de la sous-région. C'est vrai que la Fédération béninoise de football tente d'atténuer l'effet de l'hécatombe. N'empêche qu'il s'agit d'un déclassement dû à une défaillance du système sécuritaire imputable à la partie béninoise. La réaction de la FIFA à la suite des incidents survenus au stade général Mathieu Kérékou est un désaveu pour les autorités qui n'ont pas su situer les responsabilités dans la survenue du drame. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là pour l'aventure qui s'achève cette semaine ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bon week-end par anticipation. On va se voir lundi prochain.